cycle effectivement en copropriété. Cher conférencier, on reviendra sur votre présentation, sur lequel on a passé tout ce trimestre. On a parlé pas mal de copropriété. Vous voyez, on a parlé d'ailleurs aussi les problèmes de batteries électriques dans les copropriétés, hein. On en discutera peut-être, Philippe, parce qu'il y a des risques d'incendie et il y avait les pompiers de la ville de Paris qui étaient avec nous. Merci aux partenaires. Merci pour cette co-organisation ADX sur cette conférence. Et merci à Matera d'être avec nous. C'est rare de vous avoir sur des conférences et donc c'est un grand plaisir de vous avoir en tant que représentant des maîtres d'ouvrage. Et puis il y a un petit trombinoscope, effectivement, avec tous les trois. Mais je vais peut-être vous laisser la parole pour commencer un tour de présentation. Chacun, qui vous êtes et qui vous représentez. Je vais me présenter puisque j'ai pris la parole. Donc, Julien Balavoine, je suis directeur du développement chez ADX Group. Voilà, merci Julien. Alors, je vais prendre la suite. Vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Bon. Quentin Sureau, donc je suis responsable technique de la partie énergie chez ADX Group. Et pour conclure, Philippe de Montagu, je m'occupe du pôle travaux, enfin du pôle rénovation énergétique chez Matera. Matera qui est un SaaS qui accompagne les syndics bénévoles et syndics coopératifs. Très bien. Merci à vous trois d'être ensemble pour ce point. Donc, on avait dit effectivement, on va balayer ce sujet tant que faire se peut de mon accompagnateur Rénov. On avait dit qu'on commencerait par une présentation, Quentin et Julien, de manière à expliquer au public quels sont les enjeux à la fois sur la rénovation énergétique et comment se positionne mon accompagnateur Rénov dans ce dispositif. Qui est-ce qui veut commencer par présenter Alors, c'est moi qui vais commencer, c'est Quentin qui Après, va je vais- projeter. Donc, petite représentation d'ADX Group. C'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois cette année. Donc, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans le bâti existant. Donc, on travaille autour de trois grands sujets qui sont la sécurité des personnes, donc essentiellement autour de la recherche de polluants. Dans un cadre éthique, puisque comme on œuvre pour la sécurité des personnes, on doit être absolument transparent et continuer à développer les compétences de nos collaborateurs. Et on travaille, et là c'est le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet de l'environnement, et notamment l'optimisation du bâti existant et sa transformation. Donc, sujet qui nous anime aujourd'hui avec mon accompagnateur Rénov, mais pas que mon accompagnateur Rénov d'ailleurs, puisque c'est toute la notion d'accompagnement en fait qui va être abordée aujourd'hui. Tu peux passer, Quentin, s'il te plaît. Donc, pour reposer le contexte de nos différentes webconférences de cette année, donc on a les accords de Paris qui nous emmènent vers une neutralité carbone en 2050. Et le secteur du bâtiment résidentiel tertiaire, ça représente 18% des émissions de gaz à effet de serre, dont les 2 tiers pour le logement. Donc on voit qu'il y a un énorme enjeu à rénover les logements existants pour aller chercher cette neutralité carbone en 2050. Donc, après les accords de Paris, en 2021 a été promulguée la loi climat et résilience. On y reviendra tout à l'heure, c'est aussi elle qui a amené mon accompagnateur Rénov. Et donc, la loi climat et résilience vise à lutter contre le dérèglement climatique. On estime aujourd'hui qu'il y a 4,8 millions de passoires énergétiques en France. Et donc, pour ça, on a 3 axes à cerner, qui sont les obligations réglementaires, puisqu'aujourd'hui, sur la partie logement, on a des interdictions de louer qui vont s'appliquer progressivement dans le temps. Pour la partie tertiaire, il y a le décret tertiaire, on en parlera peu aujourd'hui, mais effectivement, les obligations de baisser de 40, puis 50, puis 60% des consommations énergétiques. Il y a l'optimisation, la priorisation et la planification des travaux de rénovation, puisque comme on pourra le voir, on ne peut pas toujours budgétairement tout faire d'un coup. Donc effectivement, il y a une notion de planification. Et en ce sens, pour la partie copropriété, il y a le plan pluriannuel de travaux qui est venu s'insérer dans la réglementation.
Et puis, comme on va faire des travaux dans l'existant, il y a la protection des occupants pendant la période de travaux, et notamment on regarde des polluants qu'on peut avoir sur un bâtiment d'avant 1997. Et donc, en 2021, dans la loi Climat et Résilience, on a découvert ce nouveau terme de mon accompagnateur rénov'. Et globalement, le besoin se faisait sentir d'accompagner le particulier dans son cheminement de travaux, dans sa réflexion, et qu'il y ait un tiers de confiance finalement qui intervienne dans toutes ces opérations. Donc, c'est un interlocuteur agréé par l'ANA. Et sa mission, ça va être essentiellement l'accompagnement de tout ce cheminement. Donc, il est normé. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement unifié d'un point de vue technique, administratif, financier et social. Donc, il y a une procédure d'agrément pour les opérateurs. Ne devient pas mon accompagnateur rénov qui veut. Il doit être agréé par l'ANA. Et il y a aussi un caractère obligatoire dans certains cas à passer par mon accompagnateur rénov. C'est pour l'obtention de ma prime rénov sérénité. Et quand on a des bouquets ma prime rénov supérieurs à 10 000 € d'aide. Au-delà de ça et de ce caractère obligatoire, il est évident qu'aujourd'hui, si on se met à la place d'une copropriété, qu'on se met à la place d'un particulier, ça peut être le parcours du combattant de s'y retrouver entre notre point d'entrée régulier sur le raisonnement, sur la logique. C'est le diagnostic de performance énergétique qu'on peut être amené à faire soit en copro, soit pour des particuliers. Et avec ce diagnostic de performance énergétique, on voit qu'il y a des axes d'amélioration à faire. Du coup, on s'est mis à faire des audits dans le temps. Il y a de plus en plus d'auditeurs aujourd'hui. Et une fois qu'on a les préconisations de travaux dans l'audit, là va intervenir finalement l'accompagnateur. Donc, il peut arriver dès le début, avant l'audit, mais c'est surtout dans le montage des bouquets de travaux avec le particulier ou la copropriété, dans les arbitrages, dans les obtentions des dossiers de subvention, dans la vérification de la conformité des travaux dans le cadre des subventions sollicitées, et puis dans le choix des intervenants aussi sur l'acte de rénover, puisque il y a pléthore de sociétés, y compris dans le RGE, et donc l'accompagnateur rénov a aussi une action à mener pour vérifier que les travaux et le coût des travaux est cohérent par rapport à la cible. Donc, quand bien même il n'intervient pas comme un maître d'œuvre, l'accompagnateur rénov va regarder si les devis des entreprises sont conformes et cohérents par rapport aux attendus de la rénovation. Et Quentin, je vais te laisser présenter le cheminement de la rénovation d'un bien. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'était via le prisme de mon accompagnateur rénov, de présenter le cheminement entre la prise de conscience du propriétaire sur la nécessité de rénover son bien jusqu'à l'action des travaux. Donc, on parle de mon accompagnateur rénov, mais plus généralement, c'est vraiment suivre et accompagner le propriétaire dans sa rénovation. Vous voyez, ça se déroule en tout cas selon plusieurs étapes que je vais détailler. La première étape, c'est la prise de conscience du propriétaire. Le propriétaire, il démarre souvent sa prise de conscience via les différentes campagnes gouvernementales, les informations qui sont diffusées dans les médias, journaux, télévision, etc., ou même des discussions avec son entourage. L'idée, c'est vraiment la première graine qui vient germer dans l'esprit du propriétaire dans l'idée de rénover son bien. Il y a un facteur qui est très important aussi, c'est les factures d'énergie qui sont élevées, et donc l'idée du propriétaire, c'est de venir réduire sa consommation pour réduire aussi sa facture d'énergie. Les problèmes de confort aussi sont un élément assez important dans la prise de décision du propriétaire de rénover son bien.
on a des problèmes de confort. Alors, température élevée en saison estivale, température trop basse en hiver, des courants d'air, de l'humidité, etc. Et puis le quatrième point qui peut permettre aux propriétaires de basculer sur un projet de rénovation, ça va être les échéances réglementaires, alors qu'on connaît les interdictions de location à 2023, 2025, 2028, 2034, et la décote immobilière aussi des biens. On sait aujourd'hui que la note du DPE est un levier de négociation important pour les acheteurs. Donc cette prise de conscience amène le propriétaire vers la première étape de la rénovation, qui est l'évaluation de son bien. Alors comme Julien le disait tout à l'heure, ça passe par, dans un premier temps, ce qu'on connaît, le diagnostic de performance énergétique, qui permet de dresser un bilan à l'instant T de la consommation du bâtiment. Il a cet aspect réglementaire d'informer les acheteurs, les locataires sur la performance du bien qu'ils vont louer ou acquérir. Et il permet aussi de le comparer aux autres bâtiments. À côté de ça, on va retrouver aussi l'audit énergétique, qui lui est une étude plus précise et plus poussée du bâtiment et sur son comportement thermique. On a des préconisations de travaux qui sont plus précises que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le DPE, chiffré. C'est vraiment un outil d'aide à la décision pour le propriétaire, pour l'orienter dans ses choix de rénovation énergétique. Quentin, juste pour préciser, c'est mon accompagnateur Rénov qui réalise, peut-être on peut revenir qui Oui, réalise ces deux choses, hein, ou si c'est un prestataire. pas forcément le diagnostic de performance énergétique, ça comme je disais, c'est un document qui est établi lors d'une transaction, location, vente. L'audit énergétique, lui, par contre, est obligatoire dans le cheminement de mon accompagnateur Rénov. C'est le cas aussi dans les copropriétés pour l'obtention d'une grande majorité d'aides. Alors, ça peut être mon accompagnateur qui réalise l'audit énergétique. C'est une prestation qui peut être aussi sous-traitée dans le cadre dans le cadre du MAR, mon accompagnateur Rénov. Très bien. Donc il peut le réaliser ou quelqu'un d'autre peut en résumé, ou quelqu'un d'autre peut le réaliser, mais c'est une prestation complémentaire, hein. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est une prestation à part entière qui est obligatoire en tout cas pour aller récupérer les subventions MaPrimeRénov. Voilà. Alors là, peut-être que je précise juste, là, on est dans le cadre de plutôt les maisons individuelles, hein. Ça, c'est l'audit énergétique est obligatoire dans le cadre des maisons individuelles. Pour les Alors, copropriétés, maison individuelle, logement individuel aussi. Alors, je ne sais pas si Xavier, tu veux parler de l'audit, ce qu'on appelle l'audit énergétique réglementaire dans le cadre d'une vente. Effectivement, on est plutôt dans le cadre d'une maison individuelle monopropriété ou un bâtiment en monopropriété. ouais. Il faut différencier les deux, même si les deux se sont rapprochés aujourd'hui. Mais on peut avoir les deux cas de figure. C'est je fais l'audit réglementaire parce que mon logement est une passoire énergétique et j'ai l'action de le vendre. Ou alors je fais l'audit énergétique parce que j'entreprends des travaux de rénovation énergétique et je veux aller chercher des subventions. C'est ça, j'insiste un petit peu là-dessus. Merci, hein, Quentin, de revenir, et Julien. C'est que finalement, il y a deux audits qui sont en train de converger, hein, parce que je sais que le gouvernement, on a eu une conférence là-dessus. Il y avait le ministère qui était avec nous la semaine dernière. Il y a l'audit réglementaire dans le cadre des ventes, et puis il y a l'audit incitatif, hein. C'est plutôt celui-là dont on parle là. C'est C'est l'audit celui-là dont incitatif. on parle, mais effectivement, on a été un petit peu rattrapé par le calendrier puisque l'arrêté est paru au journal officiel la semaine dernière et cet arrêté vient dire que les audits énergétiques réglementaires sont valables aussi pour l'obtention de subventions. Voilà, donc les deux sont les deux sont en train de converger. Donc, j'espère qu'on n'a pas embrouillé notre public. Vous êtes plus d'une centaine à être avec nous là en ce moment.
Voilà, donc tout ça, c'est en train de converger. Donc, l'audit réglementaire pourra servir d'audit dans le cadre de mon accompagnateur Rénov. Et juste pour finir sur ce sujet-là, Quentin, pour donner une vision globale, c'est que effectivement, dans les copropriétés, le dispositif est un tout petit peu différent, puisque c'est plutôt le plan pluriannuel de travaux qui est une obligation. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Ah ouais. Donc là, Ah qui ouais, est défini aussi en fonction de date, hein, de planning, hein. oui, tout à fait. Voilà, je vous laisse continuer, hein, Quentin. Je vois qu'il y a plein de questions là qui tombent. On les prendra à la fin, cher public, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a toute une grosse partie de temps pour répondre à vos questions. Donc, une fois que le propriétaire a pu évaluer son bien, a les premières idées de travaux de rénovation énergétique, c'est aussi à ça que sert l'audit, hein, c'est à commencer à orienter le propriétaire dans son choix de rénovation. L'idée est de dresser l'état des lieux des aides mobilisables, de mesurer le reste à charge potentiel et de faire son choix de travaux, sa sélection d'acteurs. Alors, les deux sont liés puisque les travaux qui vont être engagés par le propriétaire euh, permettront d'atteindre plus ou moins d'aides, d'aller chercher plus ou moins d'aides de subventions à la rénovation énergétique. Le rôle de mon accompagnateur Rénov là-dessus, c'est effectivement un travail de. Alors, mon accompagnateur Rénov, mais AMO en copro aussi, hein, mais le rôle là-dessus, c'est un vrai travail d'ingénierie financière, dans le sens où on va mesurer l'ensemble des aides, subventions, crédits d'impôt, incitations financières qui sont mobilisables, calculer un reste à charge pour le propriétaire ou pour les copropriétaires euh, et derrière, accompagner le donneur d'ordre dans sa sélection d'entreprise, dans sa sélection dans son choix de bouquet de travaux pour rénover au mieux. Une fois que toute cette partie-là, ingénierie financière et sélection des bouquets de travaux des entreprises a été réalisée, l'idée c'est de se lancer, hein, on définit bien le budget. Donc le donneur d'ordre s'appuie sur mon accompagnateur Rénov ou son AMO pour boucler toute la partie, budget et lancer la campagne de travaux. Là, c'est pareil, hein, mon accompagnateur Rénov ou l'AMO dans le cadre d'une copro a un vrai rôle à jouer pour s'assurer que les entreprises interviennent en temps et en heure, essayer de coordonner un petit peu tout ça. Alors, c'est pas du travail de maîtrise d'œuvre, comme le disait Julien tout à l'heure, hein, mais c'est bien organiser chacun des acteurs autour du chantier. L'AMO ou mon accompagnateur Rénov, il s'assure aussi que les préconisations qui étaient indiquées dans l'audit, en tout cas le choix de travaux qu'a fait le donneur d'ordre, est respecté dans ce qu'on entreprend. Voilà. Peut-être pour préciser, Quentin, pour bien préciser, si on revient juste sur la diapo d'avant, Ouais. effectivement, les missions de mon accompagnateur Hanovre et AMO, parce qu'il y a des obligations aussi d'AMO en copropriété. Alors, c'est moins le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être pour les rappeler dans quel cadre on prend un AMO en copropriété. Alors, l'AMO est obligatoire en copropriété quand on vient chercher les aides MaPrimeRénov copropriété. Donc, elle est subventionnée, elle est subventionnable en tout cas. Mais au même titre que mon accompagnateur Rénov dans le logement individuel désormais, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, il y a une obligation d'accompagnement dans le cadre de rénovation. Voilà, donc on Et peut, on peut petite dire. précision d'ailleurs, Xavier, pour l'AMO dans la copropriété, à la différence de mon accompagnateur Rénov qui lui est agréé par l'ANA, l'AMO, lui, se fait référencer par l'ANA. Donc, ce n'est pas une procédure d'agrément, c'est une procédure de référencement. Ouais. Donc on peut dire que mon accompagnateur Rénov, c'est pour bien résumer, hein, c'est dans le logement individuel et l'AMO, c'est dans le logement collectif, hein, c'est bien ça? Mon accompagnateur Rénov peut être aussi sur la copro. On n'a pas trouvé à date d'exclusion sur la mission de mon accompagnateur Rénov. Euh, on a bien cherché. On pensait que c'était aussi simple que ça, Xavier.
Et pour le coup, rien n'empêche mon accompagnateur Rénov d'accompagner une copro, d'autant que normalement, il en a les compétences. Et quand on regarde la mission de l'AMO et qu'on la pose à côté de la mission de mon accompagnateur Rénov, les deux sont strictement identiques, sauf qu'il y en a un qui est agréé, l'autre qui est référencé. Mais au-delà de ça, quand on regarde le détail dans les textes, on doit bien contribuer à la rénovation de l'opération en vérifiant que le bouquet de travaux concourt bien à l'amélioration, que ce bouquet de travaux est bien exécuté conformément à la demande de subvention. Dans l'hypothèse où le bouquet de travaux ne serait pas conforme à la demande de subvention, eh bien, il faut resimuler pour redemander une nouvelle subvention qui soit conforme aux travaux. J'ai vu vite fait passer dans le fil de discussion, je vais juste rebondir dessus. La différence entre l'AMO et le maître d'œuvre, c'est que le maître d'œuvre lui garantit la réalisation des travaux. Il garantit que les travaux sont effectués dans les règles de l'art. L'AMO, lui, sa mission, c'est pas de vérifier que les travaux sont effectués dans les règles de l'art, puisqu'on s'appuie sur des entreprises RGE qui doivent, elles, le garantir. L'AMO lui vérifie la cohérence des travaux par rapport au dossier mobilisé pour les subventions et par rapport à l'atterrissage souhaité. Et si l'atterrissage est différent de ce qui était prévu, l'impact, il est sur les subventions. Mais l'AMO, il n'a pas pour rôle d'encadrer le chantier d'un point de vue technique en termes de réalisation. Voilà, donc Mais je rajouterais l'AMO à même plutôt, à vraiment ce rôle d'accompagnateur. Enfin, on le retrouve dans le terme mon accompagnateur rénov, mais l'AMO a bien ce rôle d'accompagnateur au sens global du projet de rénovation, c'est-à-dire du début à la fin. Il n'est pas spécialisé comme lui disait, comme un maître d'œuvre, mais son rôle, c'est bien d'accompagner le propriétaire, le copropriétaire dans la rénovation. Voilà, donc pour bien comprendre, j'essaye de résumer, c'est l'AMO dans la copropriété, ça peut être mon accompagnateur rénov qui a été agréé donc qui va réaliser cette mission dans la copropriété. Tout à fait. Voilà, donc je vous laisse continuer, Quentin. Oui. Donc une fois que les travaux sont réalisés, il est bien évidemment très important de vérifier que le cahier des charges a été respecté. Alors aussi bien pour l'obtention des subventions derrière que pour s'assurer de la bonne rénovation du bien. Ça passe par une vérification des dossiers d'ouvrage exécutés, des factures, des matériaux, équipements qui ont été installés, mais aussi par une vérification sur site des travaux qui ont été réalisés. Pour les propriétaires bailleurs, bien entendu, ce qu'on conseille fortement, c'est presque une obligation, mais c'est de faire réaliser un DPE pour attester de la nouvelle performance du bien qui pourra fournir à ses locataires. Un autre aspect aussi important à la fin du chantier, c'est de suivre le gain, le bénéfice de la rénovation que le propriétaire a entrepris. Donc l'idée, c'est de mesurer sa consommation. Sur la bonne diapo, Quentin, parce que je vois qu'il y a une diapo après. Si on est sur la bonne. C'est celle-là, d'accord. Ouais. Et donc oui, je disais, l'idée, c'est de mesurer les gains et bénéfices qu'on a à réaliser. Alors, sur l'aspect confort, ça va être difficilement mesurable, ça va être du ressenti de l'occupant, si ce n'est qu'on peut éventuellement mesurer la température intérieure du logement. En revanche, sur l'aspect gain et purement pécunier, ce qu'on va proposer au propriétaire, c'est de mesurer sa consommation régulièrement, tous les jours, tous les mois, pour vraiment mesurer le gain qui a été réalisé par rapport à la situation avant travaux. Et bien entendu, ce qui est aussi important, c'est d'entretenir régulièrement tous les équipements qui ont été installés. Et c'est là-dessus, c'est grâce à ces indicateurs-là que le propriétaire va pouvoir attester d'une rénovation performante.
Alors, concernant la rénovation, concernant, pardon, les conseils que l'AMO ou mon accompagnateur Rénov se doit d'apporter aux donneurs d'ordre, Julien le disait, alors là, on résume un petit peu, hein, généralement la mission de l'AMO et mon accompagnateur Rénov, mais Julien le disait, c'est de s'assurer que le bien a été rénové de façon performante. Donc, on le disait en tout début de diaporama, l'audit énergétique, c'est l'outil idéal pour s'assurer de la rénovation performante. Le contrôle in situ après chantier vient attester qu'on a respecté ce qui était préconisé dans l'audit énergétique. Ce qui est important aussi d'un point de vue accompagnateur, c'est de prendre en compte l'environnement du bâtiment. Alors, on en discutait tout à l'heure, dans l'immeuble collectif, il y a le DTG, donc copropriété, il y a le DTG qui est très important à prendre en compte dans la rénovation. Le DTG permet de souligner les problèmes structurels, les problèmes de manquement en réglementation de sécurité, défauts sur les installations techniques, défauts de mise en œuvre, d'isolation, etc. C'est des paramètres qui sont extrêmement importants à prendre en compte et à intégrer dans le projet de rénovation. Un autre exemple, c'est l'étude des plans locaux d'urbanisme qui est réalisée par l'auditeur et par l'accompagnateur pour proposer aux donneurs d'ordre un projet qui est cohérent vis-à-vis de la réglementation. Les deux autres éléments indispensables pour un bon accompagnateur, c'est bien entendu de proposer un projet qui est cohérent avec les capacités financières du propriétaire, de la copropriété. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là d'ingénierie financière qui est important. L'auditeur, l'accompagnateur doit proposer un projet qui est en adéquation avec les capacités financières du ménage ou de la copropriété. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus sur quel reste à charge pour le donneur d'ordre et quelle aide je vais aller chercher. L'idée, c'est bien évidemment d'aller chercher un maximum d'aide à la rénovation énergétique. Et enfin, c'est bien entendu respecter les attentes des financeurs. Pour obtenir les subventions, on se doit de respecter un certain niveau de performance dans la rénovation. L'AMO ou l'accompagnateur Rénov atteste que la performance après travaux sera celle qui est attendue par le cahier des charges de l'organisme qui délivre la subvention. Il atteste aussi que les devis qui ont été réalisés par les entreprises sont conformes au cahier des charges de l'organisme, donc les entreprises RGE, la cohérence avec les performances des matériaux et équipements qui seront installés. Et puis dans certains cas aussi, on va attester que le projet respecte la réglementation en vigueur dans le cadre de la rénovation. Donc là, c'est l'ART existant. Petit exemple sur les immeubles, c'est pour les immeubles de plus de 1000 m² construits après 48, dont les coûts de travaux dépassent un certain montant, on se doit de respecter la réglementation thermique globale, c'est-à-dire une consommation d'énergie primaire maximum à ne pas dépasser, une température intérieure en été à ne pas dépasser non plus, des performances minimales à respecter pour les composants que l'on va installer. En tant que bureau d'études, quel est notre rôle, nous, en AMO ou en accompagnateur Rénov et quel est l'intérêt, je dirais, de choisir un bureau d'études? C'est, dans un premier temps, c'est garantir d'une compétence technique assez forte et d'un savoir-faire de qualité. Alors, il y a deux signes distinctifs qu'on peut retrouver, il y en a d'autres, hein, mais c'est évidemment le RGE, reconnu garant de l'environnement sur la partie études, et puis l'agrément MAR qui atteste d'une certaine compétence et d'un certain savoir-faire sur l'accompagnement dans la rénovation. Le job aussi du bureau d'études, c'est prendre en compte, je disais, tout l'environnement de la rénovation. L'immobilier, c'est un secteur qui est très encadré d'un point de vue législatif, normatif. C'est important pour un propriétaire, pour un copropriétaire, pour un syndic, de se faire accompagner sur les
sur les sujets techniques, les risques liés au polluant du bâtiment, les obligations réglementaires comme le DPE, le PPT. Voilà, c'est important de se faire accompagner par une équipe de sachants dans dans ce cadre-là. Alors Julien, je ne sais pas si tu voulais commenter cette slide-là. C'était juste pour rappeler les grandes échéances, puisque on travaille historiquement avec bon nombre de bailleurs et on se rend compte que les interdictions de louer, ça a été un élément déclencheur dans la rénovation énergétique de la plupart de nos clients. Donc c'est vrai que là, on est à 1 année et 2 mois de la première interdiction de louer sur le G, même si on avait le G à plus de 450 kWh par mètre carré en énergie finale. Là, pour le coup, les échéances se rapprochent. On voit que dans le monde de la copropriété, il y a une dynamique aussi qui est en train de s'opérer, puisqu'il y a des propriétaires bailleurs au sein des copropriétés. Et puis, il y a l'aspect transaction aussi, où j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'impact prix de rénover, pas rénover, bon, DPE, pas DPE. Là, pour le coup, je suis désolé pour ceux qui ont posé ce genre de questions. On n'est pas, nous, des professionnels de l'immobilier et de la valeur des biens. Donc, on ne va pas s'engager sur ce genre d'hypothèse. Et en tout cas, à écouter les camarades de l'immobilier qui sont très présents dans les médias en ce moment. Pas grand monde sait aujourd'hui chiffrer l'impact de faire ou pas des travaux, mais intuitivement, tout le monde a bien compris, tous les acteurs, que ce soit le tertiaire, le bailleur, la copropriété, le propriétaire individuel, qu'il y a une nécessité d'amélioration énergétique et que là, il y a un phénomène d'accélération qui s'opère. Et qui dit accélération dit massification, et c'est vraiment là où l'accompagnement prend tout son rôle. C'est pour ça, encore une fois, que mon accompagnateur mon accompagnateur Rénov a été créé. C'est qu'on ne peut pas massifier sans accompagnement. Le risque de ne pas accompagner, c'est d'avoir des effets d'aubaine de sociétés qui vont se monter pour l'occasion dans les travaux. Il y a eu des vagues d'opportunités prises il y a une dizaine d'années sur le photovoltaïque. On a vu ce que ça a pu donner. Donc l'objectif de mon accompagnateur Rénov, c'est vraiment de ne pas laisser les gens seuls dans leur prise de décision, dans leur choix, dans la sélection des entreprises. Et effectivement, je reviens dessus, quand bien même mon accompagnateur Rénov n'est pas garant de la réalisation des travaux au sens règle de l'art, mais au sens performance énergétique. À un moment donné, c'est aussi lui qui va être en mesure de juger de la pertinence ou pas d'un devis. Et même si, à la différence du maître d'œuvre, il ne va pas attribuer les marchés, il aura au moins la possibilité d'aiguiller son client sur les bons choix, sur les entreprises qui ont le bon savoir-faire et sur l'offre qui est, d'un point de vue technico-financier, la plus appropriée. Et je rajouterais juste une toute petite chose aussi, Julien. Effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est la temporalité entre la rénovation d'une copropriété puis la rénovation d'un bien individuel. Et c'est un facteur extrêmement important. Je pense que Philippe pourra mieux nous en parler. Mais c'est un facteur très important à prendre en compte. On voit que les échéances, tu le disais, se rapprochent à grands pas. Enfin, 1er janvier 2025, c'est demain. On sait aujourd'hui que rénover une copropriété, ça prend du temps. Il y a une vraie temporalité qui est, enfin, en tout cas, un effet décision qui est beaucoup plus long que sur un logement individuel. Euh, et donc la rénovation en fait se démarre aujourd'hui hein, pour les logements qui sont en G et qui seront interdits à la location au 1er janvier 2025. Pour les copropriétés, on peut dire, j'avais un chiffre en tête, hein, mais c'est entre les AG pour les maîtrises d'œuvre et les AG après pour la vote des travaux, il se passe au minimum 2 ans. Donc là, je passe sous votre contrôle, peut-être Philippe, mais on va y revenir. Mais donc Ça peut même être plus longtemps. Hein.
Ça peut même Enfin, aller plus longtemps, donc ça veut dire oui, que les copropriétés 2025, c'est même presque trop tard, hein, presque trop tard, effectivement. donc il faut y aller tout de suite. Juste, vous avez deux diapos, on va les passer comme ça, on va pouvoir rentrer dans la discussion comme ça ensemble encore. Voilà, donc ça c'est une petite diapo. Juste, j'avais une petite question à vous deux, Quentin et Julien. Donc, quel est le coût de la prestation mon accompagnateur Rénov? Est-ce que c'est pris en charge? Finalement, comment c'est financé tout ça? Alors, mon accompagnateur Rénov est pris en charge à, à- à différentes, enfin plus ou moins, de façon plus ou moins importante selon le revenu du ménage. Euh, Ce qu'a Et évoqué selon le le bouquet de travaux. gouvernement selon le bouquet de travaux, ce qu'a évoqué le gouvernement sur cette partie-là, c'est un accompagnement d'un panier moyen aux alentours de 2000 euros, si je ne me trompe pas, Julien, c'est ce qui a été évoqué dans les différentes annonces du C'est la gouvernement. partie, ouais, c'est le plafond haut, c'est-à-dire que c'est l'accompagnement max. Effectivement, ça va être très progressif. Il y a une partie forfaitaire. Et puis là-dessus vont s'ajouter les conditions de revenus des bénéficiaires qui vont pouvoir bonifier finalement les subventions de la prestation Mon accompagnateur Rénov. Oui, Donc il n'y a pas une règle absolue où je peux vous donner un montant ferme. Il y a une double condition qui est sur quel bouquet de travaux on s'oriente. Est-ce qu'on est sur un projet de rénovation énergétique sur du très vieux patrimoine? Est-ce qu'on va être en rénovation globale? Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure. Mais il y a effectivement un accompagnement financier qui est prévu. voilà. Pour la prestation de mon accompagnateur Rénov aussi, hein. Donc, il y a un autre accompagnement financier. Tout à fait. Donc finalement, là, il y a besoin d'avoir un devis, hein, si je me trompe pas, alors pour que le particulier sache quelle est la prestation que va faire mon accompagnateur Rénov et combien ça va lui coûter et quelles sont les aides auxquelles il pourra avoir accès, hein. C'est bien ça? Ah bah, oui, et puis mon accompagnateur Rénov, c'est certes un professionnel agréé, mais on est dans un marché libre. C'est-à-dire que vous allez avoir des accompagnateurs Rénov qui vont avoir des propositions tarifaires différentes et qui vont avoir des stratégies commerciales différentes et qui sont libres de leur prix. Donc, il n'y a pas un prix déterminé. Et du coup, bah, on va remettre une offre financière comme dans n'importe quel contrat. Si on est retenu, on va signer un contrat. Voilà, l'agrément n'empêche qu'il y a quand même une vraie relation contractuelle entre l'accompagnateur Rénov et son client. Voilà, ça c'est clair, mais c'était bien de le préciser. Merci pour cette présentation, d'avoir cadré les éléments, Quentin et Julien. Alors peut-être pour venir vers vous, Philippe, pour représenter rapidement, alors je sais qu'on a des diapos, mais il n'y a peut-être pas besoin de partager les diapos, pour représenter Matera, ce que vous faites, le groupe, et puis ensuite on ira dans le vif du sujet, notamment moi on se posait des questions, quel est le comportement aujourd'hui des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou propriétaires occupants. Allez, très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Ça, c'était extrêmement intéressant. Et effectivement, je signe tout ce qui a été dit. Matera, concrètement, ça a été fondé en 2017. C'est une entreprise qui vend une plateforme numérique avec assistance, donc grosso modo ce qu'on appelle un SaaS, pour gérer soi-même sa copropriété sous la forme du syndic bénévole ou du syndic coopératif. L'idée, en fait, c'est rendre le pouvoir aux copropriétaires, le pouvoir de décision, le pouvoir de choisir les fournisseurs, le pouvoir de choisir sa temporalité aussi et le rythme des actions que la copropriété va vouloir mener. Ça s'inscrit parfaitement, tout simplement, dans la vision qu'on a d'une copropriété, qui est une copropriété qui s'entretient, qui engage des travaux, qui pense à l'avenir, qui, du coup, s'engage dans un projet de rénovation. Chez Matera, on accompagne ces copropriétés donc en leur fournissant ce SaaS et également en leur mettant à disposition des experts
que ce soit des experts au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau travaux et au niveau des aspects plus administratifs en lien avec la rénovation énergétique, notamment sur ce sujet, à savoir les étapes essentielles, les premiers kilomètres, les bons interlocuteurs, tout simplement savoir un petit peu où aller sur ces sujets un peu complexes euh, et avoir justement une facilité d'accès à l'information qui est garantie. Oui. Aujourd'hui, Matera, on accompagne 8000 copropriétés en France. On a lancé aussi l'Allemagne. On accompagne actuellement, je crois, plus de 700 copropriétés en Allemagne depuis, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé l'accompagnement. Et on s'est aussi lancé sur la gestion locative, avec le même format, un SaaS qui permet de gérer ses biens en location et d'avoir une meilleure transparence sur l'état de ces biens. Et du coup, l'idée, c'est que comme on accompagne les copropriétés sur la rénovation, comme on les accompagne en copropriété et aussi au niveau des logements individuels, on est entre guillemets doublement tributaire du bon, du bon respect et en tout cas de la bonne information de nos clients en termes de compatibilité avec la loi climat et résilience. Car effectivement, le grand sujet du moment, c'est les interdictions de location qui vont tomber et les actions à mettre en œuvre au niveau de la copropriété pour les éviter. Oui, alors il y a les interdictions de location, et puis j'imagine ce qu'on voulait savoir, là, savoir votre retour d'expérience, Philippe, parce que en plus vous vous occupez, vous êtes sur ce sujet de rénovation énergétique. Les copropriétaires, il y a les hausses des coûts de l'énergie, hein, ça manque à personne que l'électricité a augmenté, y compris dans les tarifs réglementés. Hein. Je parle d'EDF, c'était en août, hein, si je me trompe pas, c'était 10%, 10% en août. Est-ce que donc du coup les copropriétaires reviennent vers vous aujourd'hui en disant bon, il faut qu'on fasse des travaux? À la fois bon pour ceux qui sont qui vont louer parce que je vais avoir une interdiction de location, et puis pour ceux qui n'ont pas besoin de louer, mais en tout cas qui sont propriétaires occupants, en disant ça me coûte trop cher. 10% de hausse, juste pour rappeler, un mois c'est 8,33%, hein, donc ça fait plus d'un mois de consommation énergétique. Hein. Mm. Effectivement, les, bon, c'est vrai que les deux hivers derniers ont été assez lourds dans la mesure où, surtout au niveau du chauffage collectif qui est essentiellement au gaz en France, les prix ont flambé avec la guerre en Ukraine. Et du coup, beaucoup de copropriétés sont venues vers nous pour justement s'engager dans une voie de changer soit de mode de chauffage, soit d'isolation de la copropriété afin d'inscrire des économies d'énergie à terme dans la copropriété. Effectivement, on a pas mal de copropriétés qui nous contactent pour essayer de se prémunir un peu de ces hausses de l'énergie qui, en fait, sont des facteurs complètement externes à la copropriété et pour lesquels personne n'a tellement de prédiction et pour lesquels, en fait, c'est un risque contre lequel il faut se couvrir. À terme, il y aura certainement en plus effectivement le confort en hiver, mais également le confort en été, avec les canicules qui arrivent, malheureusement, qui deviendront de plus en plus courantes. Il est essentiel à ce niveau-là d'améliorer l'isolation du bâtiment pour un confort estival également. Oui, donc là les copropriétés sont venues majoritairement vers vous suite à cette période, hein, j'imagine. Sur 8000, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? S'il y en a combien qui sont dans des phases de travaux ou sensibilisation? Parce que là, Quentin parlait tout à l'heure, il y a une première étape, hein, qui est de Mm. sensibilisation, compréhension des enjeux. On en a environ 500 en phase de sensibilisation, on en a 500 en phase de sensibilisation environ. On en a à peu près, je crois que c'est une cinquantaine qui ont déjà réalisé un audit énergétique, une cinquantaine qui ont déjà voté l'audit énergétique et une centaine qui sont en, en phase de le voter, quoi, dont l'audit énergétique est mis à l'ordre du jour. Grosso modo, ça fait 200 qui sont bien, bien avancés. On en a quelques-unes qui ont déjà réalisé des rénovations globales. Mais comme à l'échelle nationale, ça reste actuellement encore un peu marginal. En revanche, on en a voilà, plusieurs dizaines qui sont déjà en phase d'AMO
donc qui ont déjà réalisé l'audit énergétique, qui sont en train de faire les appels d'offres pour les entreprises, qui sont aidés d'une AMO pour ma prime rénov copropriété, ainsi que d'une maîtrise d'œuvre exécutante pour l'accompagnement du chantier. Philippe, mais si je fais le calcul 200 sur 8000, ça fait que 2,5%. Alors, Ouais. euh, il y a on va aller dans le mur là je parle des copropriétaires, ils vont aller dans le mur parce que si ils ont cette interdiction de louer qui arrive, alors j'ai plus, vous l'avez donné tout à l'heure, Julien, le chiffre, mais en tout cas, une grosse partie c'est combien qui sont en F? 2025 et 2028. Oui, mais il y Mais a combien de logements qui sont en G alors euh, Euh, on a En le G, je dirais pourcentage? entre 5 et 10%. Ouais, Et en F, entre 5 et 10%. Il me semble qu'il y a entre 15, ouais, 15% de passoires, c'est ça. thermiques donc, qui seront considérés comme F ou G rapidement en France. Ouais. Nous, Et ils vont malheureusement, aller dans le mur, là, si on rénove que 2,5%, là, il faudrait. Comment on va faire? alors nous, de toute façon, enfin, déjà, ces chiffres-là, ils sont sensiblement supérieurs à la moyenne nationale en termes de volume. Et après, effectivement, les gens qui doivent rénover leur copropriété, ce qui est sûr, c'est que la rénovation globale va permettre une meilleure amélioration du logement. Après, à titre individuel, il y a des gestes qui sont déjà indispensables. Typiquement, changer ses menuiseries extérieures, donc ses fenêtres, installer éventuellement des volets s'il n'y en a pas, etc. Et ça, c'est à l'échelle, c'est à l'échelle individuelle. Donc, c'est déjà, vous changez vos simples vitrages en double vitrage. Déjà, vous pouvez peut-être espérer un petit gain énergétique qui est qui est à votre charge et lequel c'est important. Après, la rénovation énergétique en copropriété est essentielle pour éviter ce qu'on appelle les ponts thermiques, à savoir des endroits qui n'ont pas été isolés lors d'une rénovation globale et qui, malheureusement, par lesquels il y a une forte déperdition d'énergie qui est permise. Si j'ai bien compris, Philippe, ce que vous dites aux copropriétaires, c'est vous dites, bon, vous pouvez tout de suite commencer par les parties privatives que vous avez chez vous, hein, en l'occurrence donc les fenêtres, et puis en parallèle, commencer à réfléchir à un projet plus global, hein, c'est ça? Non, nous on dit on commençait par un projet global. En revanche, si dans la copropriété, après 3 essais, la copropriété a refusé de voter un audit énergétique parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à un moment, il faut être un peu plus pragmatique également et réussir à engager des travaux à l'échelle individuelle. Enfin, C'est ça. là-dessus, c'est la responsabilité quand même de chacun d'isoler ses fenêtres. Ça ne demande pas l'accord de la copropriété en général. Donc, c'est quand même, et c'est pas quelque chose qui va créer un pont thermique non plus. Donc, là-dessus, c'est presque du bon sens, quoi. Ouais. Julien et Quentin, face à ce volume de demandes qui explose, hein, qui va exploser, est-ce que vous pensez que à la fois mon accompagnateur Rénov arriveront à suivre, il y en aura suffisamment? Je ne connais pas, vous allez peut-être nous le dire, mais les volumes de demandes que vous avez, ça vaut pour les AMO aujourd'hui en copropriété. Est-ce que les entreprises derrière, parce qu'il faut des entreprises de travaux aussi, hein, pour réaliser tous les travaux, elles arriveront à suivre? alors tout est assez lié, effectivement. Ce qu'on suppose aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs à rentrer sur le marché de l'accompagnement. Ce qu'on a du mal à savoir aujourd'hui, c'est le volume, puisque il y a les opérateurs historiques qui sont eux déjà agréés, pour certains du monde associatif. C'est qui les opérateurs Il y a historiques alors les, pour les lister euh, comme ça, c'est pour en citer un qu'on croise très souvent, c'est Solia, par exemple, ok. qui sont depuis, je crois, un peu plus de 80 ans sur ce cœur de métier, l'accompagnement des particuliers. Mais il y a aussi les architectes qui ont bénéficié d'une procédure d'agrément, on va dire accélérée ou en tout cas facilitée. Après, il y a les bureaux d'études thermiques comme nous qui sommes en cours d'agrément pour pouvoir démarrer au 1er janvier. Ce qu'on ne sait pas, c'est en fonction du volume, l'orientation que l'ANA va prendre dans les procédures d'agrément, si le champ va s'ouvrir ou pas. Aujourd'hui, il y a une liste de gens qui peuvent être agréés ou non. Et puis, quand bien même, effectivement, il y a l'accompagnement, en face, il va y avoir besoin d'entreprises pour faire les travaux.
Ce qu'on voit en macro, c'est que il y a un recul des travaux neufs. Donc la question que moi je me pose, mais que bon nombre de mes clients se posent aussi, c'est est-ce qu'on va voir ces entreprises plutôt orientées neufs historiquement vont aller vers la rénovation énergétique pour compenser la baisse du volume en travaux neufs. Là, il y a beaucoup de points d'interrogation un peu partout. Et encore une fois, on a beau être à 1 an de 2025, enfin un peu plus d'1 an, mais pas beaucoup, on ne voit pas non plus une déferlante arriver. On voit que les sujets sont en train de se traiter progressivement, que la prise de conscience est en cours. Vous dire si la déferlante, elle est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je pense que personne n'est capable aujourd'hui de le dire. Moi, ce que je vois, c'est que quel que soit le profil des gens avec qui je travaille, qu'on soit dans le logement, qu'on soit dans le tertiaire, qu'on soit propriétaire bailleur, gros bailleur social, copropriété, aujourd'hui, les gens sont en train plutôt de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de bâtir une stratégie autour. Donc, c'est assez compliqué de qualifier le besoin d'accompagnement. Ce qui est certain, c'est que dans une logique de massification, il va falloir du monde dans les audits, il va falloir du monde dans l'accompagnement, il va falloir du monde dans le suivi de travaux, que ce soit OPC ou maîtrise d'œuvre, puisque comme l'AMO ne vient pas garantir la bonne réalisation des travaux, encore une fois, mais que l'exécution des travaux permet bien d'atteindre la cible. On imagine bien que l'opération sur une copro de 22 logements et celle sur une copro de 600 logements ne va pas nécessiter les mêmes moyens en termes de suivi d'opération, en termes de profil d'entreprise. Enfin, voilà. Il y a plein de points d'interrogation un peu partout. Ce qui est certain, c'est que intuitivement, j'aurais tendance à dire que on risque de manquer de bras un petit peu à toutes les échelles. Oui, donc il y a besoin de monter en compétence. Alors, et puis d'avoir plus de personnes. Il y avait une question que je me posais, puis on a plein de questions du public aussi qu'on va prendre. Il y avait une question que je me posais, c'est effectivement comment on finance, parce qu'il y a besoin OK, il y a besoin de faire des travaux, on a compris les enjeux, et on en est persuadé, hein. Donc, je balaye pas ce sujet, ne croyez pas qu'on y accorde pas d'importance, mais on est tous d'accord aujourd'hui sur les enjeux et sur la manière d'y arriver. Mais il faut financer tous ces travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Philippe, ce sont des freins dans les copropriétés? Parce que j'imagine, dans la sociologie de la copropriété, ben, il y a des personnes qui ont les moyens de réaliser les travaux, et puis d'autres qui ont moins les moyens, des personnes des personnes qui sont jeunes et d'autres qui sont un peu plus âgés, donc qui n'ont pas la même histoire. Donc, comment on fait pour arriver à concilier ces différents groupes? C'est tout l'enjeu du sujet. Effectivement, une copropriété, c'est une micro-société. Donc, vous avez tous les pans de la société qui sont représentés dans une copropriété. C'était d'ailleurs un peu la volonté première, limite, de ce métissage social, on va dire, au début au début du 19e et 20e siècle, quand ce format a explosé. Et c'est un beau souhait, un beau projet de société. Mais effectivement, il faut s'adapter à chacun. Et cela est pas facile parce que le reste à charge, on va dire, global, même après ma prime rénov copropriété, en général, on est entre 15 000 et 20 000 euros. Donc, quelle que soit votre typologie, c'est quand même assez compliqué. Après, il y a effectivement des aides pour les ménages les plus précaires, mais il reste quand même un reste à charge pour ces ménages précaires de plusieurs de plusieurs milliers d'euros, ce qui à leur échelle est extrêmement, est presque insurmontable. Et pour des ménages moins précaires, un reste à charge de l'ordre de 15 000 euros, c'est quand même un sacré investissement, surtout quand si vous avez déjà un emprunt à rembourser, etc., ça reste des restes à charge très durs. Donc, il existe certains dispositifs de financement, mais qui sont difficilement accessibles. Je pense à CoproSens, c'est un dispositif qui est relativement assez simple d'accessibilité, C'est mais quoi CoproSens? CoproSens, oui, c'est un prêt collectif qui peut être contracté au niveau de la copropriété à la demande des copropriétaires. Et après, il y a les coprêts à taux zéro qui existe sous format collectif, mais qui est quand même très difficile d'accès
il a été relativement peu accordé en échelle au niveau enfin, sur les dernières années, c'est des volumes qui sont assez faibles. Il n'y a que 2 banques qui le distribuent. C'est un produit qui est assez peu connu et du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'autres banques qui se mettent sur le marché pour essayer de massifier un peu cette source de financement qui aujourd'hui est quand même assez intéressant dans la mesure où, avec un taux directeur et une inflation supérieure à 4%, si vous avez la possibilité d'emprunter à 0%, ça reste un investissement qui, à terme, peut être intéressant. Je crois, Quentin, là, de mémoire, mais je parle à vous tous, hein, de mémoire, c'est que sur la copropriété, quand on fait de ma prime rénov, donc pour toucher ma prime rénov, quand on fait 35% d'économie d'énergie, de manière globale, on a le droit à 25% d'aide sur les travaux. Est-ce que c'est bien ça? Et Exactement. la question vaut, je vous pose en écho, et la question vaut pour la maison individuelle, hein. Donc, quand on regarde mon accompagnateur rénov, quand on fait des bouquets de travaux, s'il y a des seuils à atteindre pour obtenir des niveaux d'aide? Alors, sur la copropriété, effectivement, 25% du montant des travaux qui est finançable, alors plafonné quand même à 25 000 euros par logement. C'est pas mal, 25 000 Et euros on quand a, même. oui, oui, mais ça reste 25% du montant des travaux. Hmm. Une prime supplémentaire par logement, alors je crois que c'est 3 000 euros dans le cadre d'une copropriété qui est dite fragile. Donc, c'est un certain taux d'impayé sur la copropriété. Je crois que juste avant de parler de la maison individuelle, je crois, Philippe, euh, quand on regarde les financements qu'il y a sur les copropriétés, parce qu'il y a des cumuls qui peuvent être opérés avec une collectivité qui va aussi donner des aides, on peut arriver quelquefois autour de 50% de financement des travaux, hein. Est-ce que c'est ce que vous avez, vous, sur des projets? Euh, alors en fait, comme vous le dites, ça dépend des collectivités. Donc c'est assez difficile là-dessus d'avoir un discours généraliste. Effectivement, je pense qu'il y a il y a certaines métropoles qui garantissent et qui donnent certains coups de pouce, même s'il y a pas mal de coups de pouce qui ont été arrêtés récemment. Quand vous cumulez ma prime rénov copropriété plus des C2E plus certaines subventions locales, effectivement, vous pouvez dépasser les 25%. Les 50%, je pense que ce sera pour justement des copropriétés enfin, certains copropriétaires qui sont assez fragiles, qui en plus font une rénovation BBC, donc ont l'éventuelle prime vraiment de la rénovation qui permet enfin, de passer en BBC. Euh, je m'engagerai pas du tout sur ce montant-là. Et en tout cas, c'est plus le travail de l'AMO. Et c'est là où le rôle de l'AMO est vraiment essentiel et intéressant. C'est pas juste de pouvoir aller chercher juste ma prime rénov copropriété, c'est de pouvoir aller solliciter l'ensemble des subventions locales qui existent. Et il en existe effectivement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de fichier qui permet de retracer de manière lisible l'ensemble des subventions locales. Oui, donc c'est votre boulot, Quentin et Julien, c'est-à-dire c'est bien connaître le terroir, le territoire, pour aller Exactement. chercher les subventions qu'on pourrait aller chercher en fonction de la sociologie aussi du groupe. C'est tout l'enjeu de l'AMO et de mon accompagnateur Rénov, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher un maximum d'aide. Il existe aujourd'hui une, une variété importante, je dirais, d'aide à la rénovation énergétique. Et l'idée, c'est d'aller chercher les aides locales, les aides métropoles, les aides régionales, les aides européennes dans certains cas, Attention avec le et de stylo, faire le hein, mix de tout ça. Quentin. Pardon. Voilà. Et de faire le mix de tout ça, de coller aussi au cahier des charges qui peut différer d'une aide à l'autre. Et c'est ce qui peut être aussi compliqué, alors pour le propriétaire simple qui s'engage dans les travaux de rénovation sans accompagnement. Mais c'est aussi parfois compliqué pour les AMO ou pour les accompagnateurs rénov de mixer un peu tout ce qui est demandé, tout ce qui est attendu par chaque organisme qui subventionne. Alors, au niveau des plafonds, sur la partie mon accompagnateur rénov, donc je parle en logement individuel, est-ce qu'il y a des seuils minimums de performance énergétique à atteindre pour déclencher des aides? Oui, alors il y a l'idée d'avoir 35% de gains ou 55% qui déclenchera un niveau d'aide qui sera différent en fonction de la situation.
Ouais. Mais la différence peut-être sur le logement individuel, c'est que, si j'ai bien compris mon accompagnateur Rénov, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller faire un bouquet de travaux. On peut faire des travaux de manière individuelle, hein. Alors, oui, c'est le cas. Après, ce qui est fortement recommandé, et là où on incite les propriétaires donneurs d'ordre, c'est de réaliser une rénovation globale, donc, à l'échelle du bâtiment, et d'aller chercher un maximum. Alors, d'une part, ça va permettre d'augmenter le plafond d'aide disponible, et d'autre part, ça va pousser à faire une rénovation qui est plus cohérente. Oui. Est-ce que vous faites un calcul aussi de reste à charge dans le logement individuel? C'est-à-dire, Oui, tout à fait. bah, j'ai le financement, je déduis les aides, je déduis aussi, j'imagine vos logiciels font ça, mais vous allez me dire comment ça se fait, mais je déduis Alors, les logiciels les- le font, mais il y a un gros travail aussi de la part de l'accompagnateur. C'est vraiment travail d'ingénierie financière, je le disais tout à l'heure. Voilà ce qu'on va pouvoir aller chercher comme aide. Enfin, vous, vous êtes le ménage A, vos revenus sont de temps. Voilà ce que vous habitez à tel endroit, voilà ce que vous pouvez prétendre comme aide. Alors, ma prime rénov, locale, régionale, etc. Et voici votre reste à charge. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est très important à présenter aux ménages, c'est le temps de retour sur investissement. C'est effectivement, vous allez devoir débourser cette somme de telle manière à l'instant T, mais dans 10 ans, ce que vous avez investi dans la rénovation de votre bien, il sera remboursé, et ça sera que du plus pour vous. les- C'est Puis ce travail. il y a un acteur, il y a un acteur qu'on n'a pas cité, et même si on survole, il est essentiel. Pourquoi je dis si on survole, c'est parce que comme il n'est pas avec nous autour de la table, on ne va pas parler à leur place. C'est évidemment les banquiers. Et aujourd'hui, on voit bien avec les différentes banques avec qui on peut interagir et échanger, euh, que en restant dans la logique de la maison individuelle, la banque qui a financé l'achat d'un bien va effectivement pousser aussi à ce que les travaux soient faits, parce que effectivement, on évoquait le risque de décote, mais une banque qui finance un bien, ce bien, il rentre dans son bilan carbone. Et donc, la plupart des banques, pour pas dire toutes, leur bilan carbone, c'est quoi? C'est les emprunts consentis. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt aussi pour les organismes de financement qui sont à l'origine du financement du bien, d'aller améliorer la performance pour améliorer eux-mêmes la performance de leurs investissements. Enfin, il y a une coexistence de tout l'écosystème autour de ça. Est-ce que ça se traduit dans les faits aujourd'hui par plus de prêts consentis aux particuliers? Je ne suis pas banquier, donc je vais pas donner de stats que je ne maîtrise pas, mais on voit bien qu'en tout cas, quand on échange avec eux d'un point de vue technique, euh, eux sont très sensibles à ce que leurs clients qui ont souscrit des prêts IMO aillent améliorer la performance de leurs biens. Oui, parce que donc, ce que j'entends, ce que vous décrivez, Julien, c'est que ils veulent pas avoir des clients qui ont un patrimoine qui voudra plus rien parce que ça sera une passoire thermique. Alors, Du il y coup, a la ça valeur du pourra. bien, Ouais, ouais. il y a la valeur du bien, et puis encore une fois, toutes les C'est une grosses prise de risque. sociétés ont des engagements de réduction de leur bilan carbone. On doit tous être vertueux. Toute société euh, d'une certaine taille et d'un certain chiffre d'affaires, j'ai plus les chiffres en tête, donc vous me pardonnerez, mais ont des obligations de réduction, et donc y compris les banques. Et de fait, puisque leur bilan carbone dépend des investissements faits et des prêts consentis, eux aussi, y ont un intérêt, quoi. Il y avait ce calcul de reste à charge. Est-ce que vous faites aussi le reste à charge, Quentin? Parce que pour moi, le reste à charge, c'est aussi on diminue les économies d'énergie qui seront faites finalement de ce qu'il faudra payer. Parce que c'est un gain financier aussi, ces économies d'énergie. Oui, oui, ça rentre effectivement dans le calcul du temps de retour sur investissement. Il me reste temps à financer après l'obtention des aides, etc.
combien la rénovation me permet d'économiser par an et en combien d'années je vais retrouver un seuil positif, je dirais. Alors, allez, on va prendre les questions du public, hein, parce on en a plein là. On a dit qu'on les prendrait un peu à la fin de la conférence. Je parle sous votre contrôle, hein, Julien, Quentin et Philippe, hein, si vous envoyez certaines, je sais que Julien adore aussi les questions du public. Alors, la première question, allez, on peut juste repréciser l'obligation de passer par mon accompagnateur Rénov'. Hein, tout le monde a écrit avec l'acronyme, hein, MAR. Commence à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que c'est bien juste ça? C'est bien ça, oui. Si on reprécise ça pour le dispositif en copropriété, ouais, l'AMO, ça c'est déjà en place, hein, par contre. C'est déjà Oui. en place, oui. Bah, c'est pour l'obtention de ma prime rénov copropriété. Voilà, donc pour la copro, c'est déjà en place, et pour la maison, donc ça c'est l'AMO, et pour le logement individuel, mon accompagnateur Rénov', 1er janvier 2024. Et pour la copro, je reprécise, hein, mais l'AMO obligatoire en partie financée par l'ANA aujourd'hui, hein. C'est déjà dans les textes. Ouais. Est-ce qu'un thermicien peut-il devenir mon accompagnateur Rénov' s'il n'est pas RGE? Alors, peut-être là, ça mériterait, je crois, de repréciser RGE, quelles sont les obligations. Est-ce que c'est les entreprises, les thermiciens ou les deux? Alors, les deux, il y a différents niveaux de RGE. RGE, c'est une qualification d'entreprise. Euh, euh, quand on parle de bureau d'études RGE, c'est la qualification d'entreprise qui permet de dire on est reconnu garant de l'environnement en ce qui concerne les audits énergétiques. Et après, on a un autre niveau de qualification qui est RGE installateur, où là, pour le coup, c'est l'entreprise qui intervient sur site, installer votre chaudière, votre isolation, etc. Et RGE, donc a suivi une formation qui, euh, qui la certifie, en tout cas qui certifie son travail. Est-ce que RGE, c'est par type de prestation? Je parle pour les entreprises. Donc, est-ce qu'il faut regarder ça? C'est-à-dire que je peux être RGE en isolation, mais pas RGE sur la partie ventilation, par exemple? Il me semble que oui, Julien, tu vas peut-être pouvoir être plus précis que moi sur le sujet. S'il y en a qui. Euh, Ah bah il y a Coralie qui dit oui. Voilà. Il y a Coralie qui dit oui, c'est donc RGE par entreprise. Merci la communauté, hein, de participer. Donc, donc ça, c'est un point à regarder. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, vous êtes RGE. Est-ce que vous devez être RGE bureau d'études pour être mon accompagnateur Rénov'? Oui, tout à fait. Julien l'a expliqué tout à l'heure. L'agrément Mon accompagnateur Rénov est ouvert à trois parcours, je dirais, d'entreprise. C'est les acteurs historiques, ANA, Solia, les architectes qui ont aussi un parcours simplifié pour aller chercher l'agrément. Et puis, ben, le reste des entreprises qui doit être RGE études. Et donc la question c'était est-ce qu'un thermicien peut devenir MAR s'il n'est pas RGE? Non, il faut la qualification RGE. Voilà, bah ça c'est bien précis. Alors il y a une autre question de Sandrine, voilà, qui pose la question, est-ce qu'il y a obligation pour le MAR de vérifier les travaux sur le site? Je crois que vous y avez répondu tout à l'heure, mais on peut le repréciser. Bah, je vais repréciser quand même. En cours de chantier, ça peut être une mission complémentaire que le bénéficiaire va demander à son accompagnateur Rénov'. Mais dans le tronc commun, c'est une visite avant travaux, une visite après travaux. La visite après travaux venant faire l'état des travaux réalisés au regard des subventions mobilisées, des atterrissages souhaités. Et donc, on fait l'avant-après. Mon accompagnateur Rénov', encore une fois, il n'est pas pilote du chantier. C'est bien le particulier avec les entreprises RGE qui vont réaliser les travaux. Mais il peut y avoir une prestation supplémentaire d'accompagnement en phase chantier, mais ce n'est pas dans le tronc commun. Donc j'ai vu qu'il y avait une question à peu près équivalente sur l'assurance de l'accompagnateur Rénov'. Donc l'assurance de l'accompagnateur Rénov', c'est une responsabilité civile dans le cadre de sa mission qui est définie dans le contrat. Et donc sa mission,
Elle est en gros ce que Quentin a un petit peu détaillé tout à l'heure. Étude de l'état existant, étude des conditions du ménage, projection des travaux, aide au choix des entreprises, vérification de la réalisation des travaux au regard des préconisations. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, on doit reprendre le dossier à la base du dossier de subvention pour réaligner les deux. Mais voilà, ça c'est le tronc commun. Et après, effectivement, il y a un petit peu comme dans l'AMO sur la copro. L'AMO a le même genre de mission. Par contre, on peut très bien demander à l'AMO de faire de la coordination, d'accompagner le donneur d'ordre dans la réalisation de ses travaux dans la limite où on n'empiète pas sur une mission de maîtrise d'œuvre. Donc, il y a un décret qui qualifie ce que c'est qu'un AMO en rénovation énergétique. Et puis, sur les opérations d'envergure, de toute façon, l'AMO préconisera toujours de passer par un maître d'œuvre d'exécution. Donc, l'obligation de vérifier les travaux sur site, c'est à l'issue des travaux. Oui, tout à fait. Et si je peux préciser, dans la mission Mon accompagnateur rénove, effectivement, visite de fin de chantier obligatoire. C'est aussi l'occasion pour l'accompagnateur de faire le point avec le ménage et de lui donner un peu tous les outils pour entretenir le bien qu'il a rénové, les équipements qui ont été installés, et puis aussi lui présenter différents systèmes pour pouvoir suivre sa consommation et les gains qu'il réalise suite à sa rénovation. Il y avait une petite question là, peut-être c'est pour vous, Philippe, DTG, PPT. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs, hein. Mon accompagnateur Rénov, AMO. Alors, on a la chance de vous avoir aussi pour la copro, hein, si on a bien compris. Mon accompagnateur Rénov, c'est plutôt le logement individuel, c'est le logement individuel, et l'AMO, c'est la copro. Même si les missions sont sensiblement sont équivalentes, hein, Julien, si on en a parlé tout à l'heure. Donc, DTG, PPT, audit énergétique, est-ce que l'audit est obligatoire en copropriété? Voilà. Ah, Philippe, ton micro est coupé. Ouais, il faut C'est vrai. Ce qui est obligatoire en copropriété, donc c'est ce qui a été inscrit dans la loi climat et résilience, donc c'est le PPPT et le DPE, donc le plan pluriannuel de travaux et le diagnostic de performance énergétique. Ces deux études, en fait, deviennent obligatoires progressivement selon la taille des copropriétés. Donc, les plus de 200 lots, c'était au 1er janvier 23, puis 24, puis 25 pour les plus de 50 lots, et puis pour celles inférieures à 50 lots. Le DPE, pareil, avec un an de décalage. Dans le PPT, en fait, c'est une étude type DTG, donc qui s'est inscrit, enfin qui a été construite avec un cahier des charges qui reprend grosso modo celui du DTG, mais qui en elle-même n'est pas une étude énergétique. L'étude énergétique, elle va être faite par le DPE collectif, etc. En revanche, le PPT prévoit des scénarios de travaux avec éventuellement et propose en fait un échelonnement des travaux, enfin en tout cas met en avant les travaux qui seraient à faire dans la copropriété. Le DPE prévoit des scénarios de travaux, mais avec une méthode de calcul qui est plus simplifiée que celle d'un audit énergétique. En gros, nous, ce qu'on dit à nos copropriétés, c'est que si votre seul souhait, c'est d'être dans le cadre légal et de ne pas forcément faire des travaux de rénovation globale, effectivement, vous pouvez faire seulement un PPT et un DPE. Il y a des bureaux d'études qui vous permettent de faire les deux, qui simplifient les deux, et en une seule venue, vous êtes dans les clous au niveau réglementaire. En revanche, le jour où vous voudrez faire des travaux de rénovation globale, en fait, le bureau d'études, ou l'architecte qui va engager un petit peu la responsabilité des travaux et de la performance des travaux énergétiques, généralement, il ne va pas se satisfaire d'un simple DPE. Et en fait, il va vous demander de refaire un audit énergétique. Donc, tout dépend en fait de votre souhait à court terme. Si votre souhait, c'est de faire une étude thermique pour envisager des travaux d'énergie, à ce moment-là, on vous conseille fortement de faire un audit énergétique qui généralement lui-même contient une partie un petit peu structurelle, à savoir un DTGE. Donc, c'est grosso modo
ce que la métropole Grand Paris ou même la métropole de Lyon appelle un DTG avec un audit énergétique, qui sont elles-mêmes subventionnées par ces métropoles et qui vous permettent d'avoir et un volet structurel et un volet thermique, en plus avec une méthode de calcul qui est bien plus précise que celle du DPE. Et généralement, les bureaux d'études peuvent reprendre ces travaux-là, enfin les architectes peuvent reprendre ces travaux-là sans forcément nécessairement vous demander une étude complémentaire. Une question Et juste pour rebondir sur ce que dit Philippe, sans passer par l'audit, on ne pourra pas de toute façon simuler les subventions. C'est aussi l'outil qui permet de voir l'éligibilité aux subventions en fonction des bouquets de travaux, en fonction des atterrissages. Donc l'audit joue aussi ce rôle-là dans la phase étude, c'est-à-dire que pour savoir quelle subvention on peut mobiliser, c'est vraiment l'outil indispensable. Et Cet je voulais outil n'est juste pas obligatoire. rebondir. En copro, l'outil n'est pas obligatoire, mais il est indispensable pour pouvoir faire le travail correctement. C'est ça qu'il faut retenir. L'obligation, elle est sur le constat aujourd'hui. Ouais. Comme le dit Philippe, l'obligation, c'est de faire un plan pluriannuel de travaux et un DPE. Le DTG, c'est le diagnostic technique global qu'on réalise à la mise en copropriété. Donc, c'est fait pour un immeuble en monopropriété à date qu'on transforme en copropriété. Donc, il y a une convergence DTG-PPT dans ces cas-là. Mais pour une copro existante, on fait un plan pluriannuel de travaux qui s'assoit sur le DPE de la copropriété. Je rebondis sur Nicolas Sauvage qui posait cette question-là. Juste en dessous, la sous-traitance est interdite en audit. Alors, on ne parle pas de sous-traiter l'audit. Ce n'est pas un auditeur qui sous-traite son audit. On parle d'un AMO, d'un architecte, d'un bureau d'études généraliste qui n'a pas la compétence audit en interne et qui va contractualiser avec une société qui est en capacité de réaliser un audit, donc une société RGE d'études qui est en mesure de faire l'audit. Et donc, c'est moins de la sous-traitance que un travail en groupement. Il est très fréquent, nous, en tant qu'auditeurs, de travailler en groupement avec des architectes. Donc, voilà, c'est pas de la sous-traitance de l'audit en tant que tel. On va confier un architecte, par exemple, qui n'est pas auditeur, va confier la prestation à une tierce entreprise. Une question de Nathalie qui était un peu au début, sur lequel Julien, vous aviez répondu, mais on peut la reprendre pour tout le public. L'obligation du recours à mon accompagnateur Rénov', il semblerait que les critères de bouquet de travaux supérieurs à 10 000 euros avaient disparu. Oui, tout à fait, j'ai répondu. Au 1er janvier 2024, c'est la rénovation globale qui est concernée. Pour mon accompagnateur Rénov', donc il y a toujours ma prime Rénov' Sérénité. Il y a certaines aides de l'ANA aux propriétaires bailleurs, ce qu'on a dans le dispositif Loc Avantage. Et puis, il y a la rénovation globale, ma prime rénovation globale. Et encore une fois, j'insiste lourdement sur le sujet, il y a le caractère obligatoire, certes, mais et ce n'est pas le commercial qui parle, c'est là le particulier qui fait en ce moment un dossier d'études pour faire ses travaux. C'est le parcours du combattant, même pour des choses qui peuvent paraître simples sur le principe. Donc, il est vraiment nécessaire de se faire accompagner de toute façon. Et en plus, on peut choisir le niveau d'accompagnement, puisque quand on sort de l'obligation, on peut aussi faire du sur-mesure. Voilà, je crois qu'on a pas mal balayé ce sujet. S'il y a aussi des questions, on peut revenir vers Il y vous. en a une auquelle je voudrais répondre de Allez-y. Xavier, Ouais. c'est celle de Patrick Robert. Le maître d'ouvrage doit souscrire une assurance, évidemment. L'assurance dommage ouvrage en fonction des bouquets de travaux sera obligatoire. Donc, et ça, c'est qu'on ait un architecte, un maître d'œuvre, mon accompagnateur rénov', c'est le maître d'ouvrage conserve son obligation de s'assurer, notamment sur les rénovations très importantes. Et donc ça, c'est du cas par cas, c'est en fonction des travaux qui sont engagés.
Très bien. J'ai un petit jeu pour vous. Alors du coup, vous savez qu'on termine toujours avec un petit quiz avec pour vous, cher public et chers conférenciers. Alors, je vous encourage, prenez vos téléphones portables. Là, vous avez un téléphone portable à portée de main parce que vous allez, Quentin, Julien, Philippe, et je vais vous faire jouer à un jeu qui est un petit caout que vous devez connaître. Et je vous partage l'écran. On est parti Prêt. pour ce petit quiz. Voilà, on a quelques questions, on a 4 questions, hein, si je ne me trompe pas, qui vous sont posées. Un petit puzzle. Alors, il y avait une petite classe. Il faut les classer par importante à plus faible en termes de déperdition de chaleur. Voilà, alors là, j'étais sympa parce que je vous ai mis. Il faut les déplacer, hein. Je vous ai mis le petit schéma à côté. Tout à l'heure, j'ai vu que Quentin, vous aviez un petit schéma aussi sensiblement égal. Attention, il reste 4 secondes, dépêchez-vous, hein. Il faut aller vite. Euh, voilà. Voilà la bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Quentin? Toiture, Oui, plafond, c'était ça. Oui, oui, ventilation. c'était sur le schéma qui était affiché, c'était bien ça. Ouais, c'était bien ça. Alors, on voit, Philippe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on peut faire les fenêtres, mais c'est quand même pas le plus efficace, hein. Il vaut mieux aller sur la rénovation globale. Ah bah c'est évident, enfin, surtout que les fenêtres, c'est vraiment individuel, c'est un choix individuel, donc qui peut s'inscrire dans une rénovation globale, mais ce qu'il faut allier, c'est les murs et la toiture, et évidemment la ventilation, parce que souvent ça demande aussi des emprises sur les parties communes. Allez, voyons le petit podium. Allez, c'est Ambroise qui est première là. Ensuite, Odette, QS. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'entre C'est vous? moi. Ah, c'est voilà, Quentin. Or, Dams, voilà. Vous allez pouvoir vous refaire pour les autres sur les prochaines questions. Allez, un petit quiz, hein. Vous voyez la question. Quelle est la classification énergétique la plus commune en France, pesant 34% du parc total? Voilà, vous avez aussi la question, là, je vous l'ai mis, ça c'est hyper simple. Alors là, ça se joue à la vitesse, hein. Euh, et bien là, justement, d'ailleurs, voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui se sont trompés, hein. Est-ce qu'on est d'accord avec nous? Là, vous aviez vu la précédente diapo, c'était les F ou G, hein, où il y avait plus de 15%, hein, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Et puis 34% du parc immobilier en France classé en D. En D. Est-ce qu'il va y avoir une réglementation qui va contraindre, juste pour rappeler, vous aviez une frise tout à l'heure, Quentin, est-ce que le D va être concerné par cette frise? Alors, pour le moment, non. On parle peut-être d'audit énergétique obligatoire à horizon. Alors, je crois que c'est horizon 2035, mais c'est pas encore acté. Voilà, donc là, en tout cas, vous êtes encore tranquille pendant quelques temps. Allez, on va regarder les questions. Voilà. CD, QS et Ambroise, effectivement, vous tenez la corde. Quentin, c'est pas gagné encore, hein. Et il y en a d'autres qui sont derrière vous. Allez, autre question, un petit quiz. C'est des réponses multiples, hein. ITE, la conductivité thermique d'un isolant. Voilà, c'est pas évident. Là, je vous ai mis une question pour un peu pour segmenter. Est exprimé en watts par mètre Kelvin. Dépend de l'épaisseur du matériau. Est élevé quand le matériau est isolant. Représente la facilité que rencontre la froid-chaleur à traverser une paroi. C'est une question que j'ai fait spécialement pour vous, Quentin, hein, parce que là, si vous n'avez pas juste. Allez, 0, top, c'est terminé. Je vois, il y en a qui disent ah, mince, j'ai pas eu le temps de tout faire. Euh, Est-ce qu'on est d'accord, Quentin? Eh bien, on est d'accord, effectivement. Conductivité thermique d'un isolant, donc elle est exprimée en watts mètre Kelvin. Et elle représente la facilité que rencontre le froid ou la chaleur à traverser la paroi. Alors, plus c'est élevé, plus c'est facile, si je comprends bien, Oui, et donc moins c'est moins c'est isolant, hein, c'est ça? tout à fait, ouais.
Donc, il faut que la conductivité thermique soit le plus faible possible. Vous verrez ça si vous faites des audits, j'imagine. On les a dans les audits, les conductivités thermiques ou les. Alors souvent, on parle de la résistance thermique, mais qui est liée à la conductivité thermique. C'est l'inverse de la conductivité thermique, hein, si je ne me trompe pas, la Alors, résistance thermique. Hein. c'est lié à l'épaisseur et la conductivité thermique. Ah, voilà. Merci Quentin, un plaisir d'avoir un technicien, un ingénieur avec nous, un thermicien. Allez, qui est-ce qui a répondu juste? On va voir. Ah, ouais, alors Quentin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, Là, j'ai cliqué à côté. voilà, vous avez cliqué à côté. Donc Ambroise est devant, CD et RDE. Voilà, qui sont dernières. Attention, c'est RJC qui a le plus grimpé, qui a gagné cette place. Allez, la dernière question, là il va falloir aller vite, c'est la question 4 sur 4. Réponse multiple. Les missions de mon accompagnateur rénove. Là c'est hyper simple, mais il y a des petits pièges quand même. Allez, c'est technique, financier, administratif, gestion des déchets, social, mobilité. On vous laisse répondre. Dépêchez-vous. Je vous dis pas combien il y en a de possibles, hein. Pour être un peu 5 secondes, 4, 3, 2, 1. C'était dans une diapo, ça, si je ne me trompe pas, Quentin. Hein. Oui, c'est possible, oui. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord On est d'accord, c'est les 4 volets qu'on retrouve pour l'accompagnateur Rénov. C'est le volet technique, accompagnement financier, on parlait d'ingénierie financière, le volet administratif pour le montage l'aide au montage des dossiers de subvention et le volet social. Voilà, allez, le podium, on y arrive. Troisième sur ce podium, Quentin. Ouais, ah, mais vous êtes remonté, Quentin. Bon, mais vous n'avez pas gagné. Or, deuxième, bravo, Or. Et puis le premier, la première, qui est-ce que c'est? Ambroise. Ah ben, bravo, Ambroise, d'avoir été la première. Et on a un quatrième RJC et Romain qui sont derrière. Merci à vous d'avoir joué. Ambroise, tiens. Peut-être si on vous a à côté de nous, c'est quoi votre métier, Ambroise? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Si vous pouvez faire dans le chat. Euh, voilà. Mais, on vous laisse noter pour vous. Est-ce qu'on a tout dit à peu près, Julien, Quentin et Philippe, là, sur ce mon accompagnateur Rénov? On aurait pu en dire plus, mais est-ce qu'on a suffisamment balayé le sujet? Je pense dans Je les pense grandes qu'on lignes, a- en tout cas, oui. Vas-y, Julien. Oui, je disais dans les grandes lignes, je pense qu'on a effectivement balayé en tout cas l'état d'esprit de la mission. Il y a des webconférences sur le sujet qui durent plusieurs heures. Donc j'imagine que pour ceux qui voudront pousser le raisonnement et en tout cas parfaire leur connaissance sur mon accompagnateur Rénov, l'ANA a mis à disposition un certain nombre de supports. Donc, je vois la réponse d'Ambroise. mais effectivement, voilà, c'est pas hésiter à solliciter l'ANA pour avoir plus d'informations. Nous, on a déposé notre dossier, comme j'imagine beaucoup d'autres sociétés. Donc, faut pas hésiter en tout cas à solliciter l'ANA. Voilà, merci à vous trois là, pour ce webinaire. On va y mettre fin parce qu'il est 11h03, on avait prévu jusqu'à 11h. Mais effectivement, Julien, on aurait pu rester plus longtemps. Merci beaucoup aussi, Philippe. C'est un grand plaisir de Matera là, d'être avec nous parce que vous avez un vrai témoignage du client final. Vous êtes en contact avec eux au quotidien, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail à opérer pour effectivement faire la rénovation énergétique des copropriétés. À très bientôt, cher public.